Monsieur Gamal Abina, sanction de l'Union européenne, sanction de l'Organisation des Nations Unies, sanction du G7. Est-ce finalement un stratagème bien ficelé pour déstabiliser Moscou afin de ralentir son implication en Afrique? Peut-on arriver à cette conclusion ou bien? Les sanctions qui ont été votées sont des sanctions uniquement, et c'est bien que Luc Michel a rappelé, qui représentent 20% de la planète. Ça ne représente pas les 80% de la planète qui n'ont aucun problème avec les Russes. Ce stratagème grossier, encore une fois, j'ai expliqué tout à l'heure, ne peut pas aboutir dans la mesure où le pays est quasiment autosuffisant en tout. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'affamer, comme c'était le cas en Irak. On ne peut pas l'empêcher d'avoir une industrie, elle existe déjà, l'industrie militaire, et il va y avoir une migration vers l'industrie civile. Mais les sanctions comme celle-là sont destinées surtout, encore une fois, à faire pression de manière maladroite pour ne pas reconnaître qu'ils ont poussé à la faute les Ukrainiens et qu'ils les ont laissés tout seuls face aux Russes. C'est une façon de faire croire qu'ils interviennent, mais ils n'interviennent pas. Les armes dont ils parlent, qui ne traverseront pas la frontière, c'est juste des effets d'annonce, il n'y aura rien. Ils vont juste envoyer quelques petits mercenaires. On parle beaucoup de mercenaires en ce moment, mais là, ce sont bien les mercenaires qui partent là-bas. Et on a un cas de figure très concret, d'ailleurs, je tiens à en parler. Un homme qui est un criminel français d'extrême droite qui a assassiné un joueur de rugby argentin à Paris et qui s'est sauvé immédiatement, qui a été intercepté par Interpol en Bulgarie et qui s'apprêtait à rejoindre les forces d'extrême droite de de l'Ukraine. Donc c'est intéressant parce qu'on se rend bien compte que la plupart des excités qui vont là-bas, c'est un petit peu l'effet inverse de ce qu'on avait à l'époque de la guerre d'Espagne où il y avait ces fameuses brigades internationales de gauche qui rejoignaient les républicains espagnols contre Franco. Et bien là, c'est le contraire. Là, on a des brigades internationales qui veulent rejoindre effectivement les Ukrainiens pour renforcer les troupes ce qu'on peut appeler clairement des néo-nazis. Alors pour ce qui concerne le train de sanctions qui a été voté, je l'expliquais tout à l'heure, par exemple, la sanction sur le gaz ne sera applicable qu'au 15 août. Donc autant dire que c'est une farce. Les sanctions sur le pétrole, sur la monnaie, par exemple, ils ont aussi fait une sanction sur la monnaie, ça n'a pas marché puisque maintenant c'est du rouble qu'ils doivent acheter. Ceux qui sanctionnent sont obligés et contraints d'acheter une monnaie russe. C'est une belle ironie. Donc ils ont renforcé les capacités russes en termes monétaires. Et surtout, les sanctions sont destinées à faire plier le pays pour faire mal au peuple. C'est Bruno Le Maire, comment on va appeler ça, dans sa bêtise, on va être gentil, dans sa bêtise, qui a osé dire qu'il allait faire mal au peuple russe. C'était rare d'ailleurs de la part d'un ministre très limité le concernant d'entendre un homme qui est censé être diplomate nous dire qu'il va faire mal au peuple russe. La dernière fois qu'on a entendu ça, c'était en Irak, mais a posteriori. C'était Madeleine Albright sur les enfants irakiens, dont elle disait que 500 000 morts enfants irakiens, ça valait la peine. Et bien là, il dit la même chose pour un peuple entier, là, le peuple russe, 200 millions, enfin 300 millions quasiment d'individus, hein, si on élargit sur l'URSS, enfin sur l'ex-URSS, donc sur la Fédération russe au sens large du terme. Dire ce genre de choses, c'est pas très sérieux. Les sanctions ne produiront aucun effet, mais c'est un effet d'annonce pour rassurer les populations, pour dire on fait quelque chose. En revanche, ceux qui effectivement sont intéressés par les sanctions sont les Américains, mais ils ne sont pas à ce point suivis. Comme il a été dit, il suffit de voir ce qui se passe dans les sanctions de l'Union européenne, c'est pas grand-chose, à part confisquer, voler, puisque c'est du vol organisé, les 300 milliards de dollars que les Russes ont laissés dans les banques centrales européennes. Ça va coûter cher à l'Europe parce que ça décrédibilise l'Europe. Et puis, il y a une chose importante à rappeler, c'est quand même le plus important à mon sens. La Russie n'est pas en guerre contre l'Europe. L'Europe n'est pas en guerre contre la Russie. L'affaire ukrainienne est une affaire entre Slaves, entre pays frères, entre guillemets. Et là, on se retrouve dans une posture où quasiment tous les Européens ont envie de jouer les battes en guerre, ce qui est quand même très dangereux pour la paix. Moi, je pense, et là, je vais donner un message très clair. Les Ukrainiens, pour moi, ils ont ma commisération parce que c'est un peuple qui souffre, effectivement, d'une guerre qui est là. Il y a des morts, c'est normal, c'est la guerre. Mais le dirigeant ukrainien ne se rend même pas compte de la bêtise de son action. Il aurait dû immédiatement négocier, demander l'application stricte des accords de Minsk et arrêter ce bain de sang inutile des deux côtés, parce qu'il y a les morts côté russe aussi. Il aurait dû le faire immédiatement, ça aurait calmé immédiatement les tensions, il serait venu à la raison, il aurait accepté le fédéralisme qui avait été signé. Les Européens, s'ils étaient honnêtes, auraient dû accompagner cette démarche. C'est pas ce qui s'est passé. Les Européens ont fait croire qu'ils allaient les aider. Ils ne les aident pas. Les sanctions n'existent quasiment pas ou sont quasi nulles à part garder 300 milliards qu'ils vont devoir rendre, quoi qu'il arrive. Mais les sanctions n'existent pas. Donc, quand on se demande si c'est un moyen de faire pression, oui, c'est un moyen théorique de faire pression. Pratiquement, la pression est nulle, absolument nulle. À tel enseigne qu'on se rend bien compte aujourd'hui, ils se sont fait les scénarios. Le 9 mai, il ne s'est rien passé, comme de bien entendu. C'était un défilé habituel. Et le plan d'action des Russes concernant l'Ukraine est toujours
appliquée de façon stricte, et on a bien compris qu'ils cherchent à se débarrasser des néo-nazis à l'Est et à libérer ces territoires qui vont peut-être intégrer la Fédération de Russie. Et concernant la question africaine, puisque vous faites référence à cela, il y a un nouveau rideau de fer qui est tombé sur le monde, qui a été provoqué par l'Amérique. Ils l'ont voulu, ce rideau de fer. Ils ont cherché à créer un ennemi islamique, un ennemi du monde islamique trop faible pour pouvoir répondre. Ils ont recréé un ennemi russe. Voilà ce qui s'est passé. Ils ont été mauvais là-dessus. Ça va leur coûter très cher. L'Afrique est le nouveau théâtre d'opération. Souhaitons effectivement que les Africains ne se trompent pas d'ennemis, qu'ils fassent en sorte qu'effectivement le soutien logistique, militaire russe et économique chinois soit fait de façon intelligente, de manière à ce qu'ils se débarrassent du néocolonialisme et que tout se passe dans les meilleures conditions. Mais j'en arrive à ma conclusion très rapide en vérité. Vous savez, il y a eu une guerre froide qui a duré de 1945, puisque ça a duré, c'est quasiment au lendemain de la capitulation nazie que la guerre froide a commencé, puisqu'ils ont fait une capitulation séparée entre les Russes et les Américains, ce qui prouve déjà leur mauvaise intention de départ. Et bien au lendemain de la guerre froide qui a duré de 45 à 92, en gros 45 ans, et bien au lendemain de cette guerre froide, les Russes n'étaient pas des ennemis. Et ils ont poussé à la radicalisation. Et cette guerre froide, malgré tout, donnait ce qu'on appelait la bipolarité, un rééquilibrage des forces. Donc, quand on dit guerre froide, c'est une guerre qui était relativement calme, de conflits de basse intensité. Dès la fin de la guerre froide, l'Amérique s'en est donné à cœur joie pour aller au Moyen-Orient, en Asie, en Amérique du Sud. Ils commencent à faire des pressions sur l'Amérique du Sud. On le sait aujourd'hui. Ils placent des dictatures militaires déguisées. Et ils font beaucoup de guerres en Afrique par destination. Eh bien, moi, je pense à choisir entre la guerre froide ou la paix chaude, c'est comme ça qu'on va l'appeler, la guerre américaine. Mieux vaut un retour de la guerre froide avec un rééquilibrage des forces, et je l'appelle vraiment de mes voeux. Je pense qu'il faut une bonne fois pour toutes qu'on arrête ce monde unipolaire qui a assassiné, je donne le chiffre, 5 millions d'individus au Moyen-Orient, avec des pays en cendres. On parle beaucoup de l'Ukraine qui est encore debout, mais l'Irak, la Syrie, l'Afghanistan, évidemment la Somalie qu'on a oublié, évidemment le Yémen aujourd'hui, tout ça c'est des guerres américaines, de guerres froides qui sont réactivées. Eh bien, si les Russes sont de retour sur le schéma géopolitique, ça va peut-être enfin calmer les ardeurs de ces barbares que sont les Américains, qui depuis 45, 77 ans n'ont jamais déclaré la guerre à un seul pays. L'Amérique fait la guerre sans aucun mandat de l'ONU et sans la déclaration de guerre. Voilà ce qui se passe. Ça s'appelle un État prédateur très dangereux, rappelons-le. Voilà pourquoi je considère qu'il vaut mieux un retour effectivement du rééquilibrage des forces et que l'Afrique pourrait peut-être en profiter. Afrique Média. Le monde, c'est nous.